Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux au rendez-vous de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot Sport FM. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport parle de basketball avec l'élection à venir à la Fédération nationale de la discipline le 18 décembre prochain. Conrad Dagbovi, Gina Adekambi sont en course. On va écouter le président sortant, André Bivaina Gungu, à propos de cette échéance. On va écouter aussi les deux candidats du football avec le début samedi à venir de la D2 nationale saison 2021-2022. Dans la poule A, par exemple, on aura Maranatha de Fiokwa Espoir de Zio à Palimé. Dans la poule B, l'on suivra entre autres CDF Aknour, Koroki, Metete de Chamba. Et pendant ce temps, la D2, la D1, j'allais dire, s'apprête à disputer sa troisième journée avec des matchs comme Dito Gomido à Lomé dans le groupe A et puis Asko Esbina dans le groupe B. Nouvelle de joueurs togolais évoluant à l'extérieur. Urosama Hakim se relance avec FC Bastia Borgo. Un prêt jusqu'à la fin de saison avec ce club de National 1, équivalent de 3e division ici. Dingue de Sport invite Félix Ouala, Prosper Agboklou. La mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. Sir Von Elom est à la vidéo. Moi, je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la référence sportive. On est, comme toujours, très heureux de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette radio et surtout à l'écoute de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. Félix Ouala, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck Nounyama, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis les 91.9 de la radio Sport FM. Prosper Agboklou, merci d'être en studio. Bonjour. Merci Franck pour l'invitation. C'est une fidélité légendaire. Voilà, ça a été toujours un plaisir pour nous de vous avoir, de vous compter parmi nous. Voilà, on va commencer par le basketball avec l'échéance qui arrive le 18 décembre. Ce sera l'assemblée générale élective de cette fédération. Il y a déjà 2 candidats. Gina Adekambi, ancienne joueuse, ancienne capitaine de la sélection nationale. Il y a Conrad Dagbovi qui fait partie du bureau sortant, qui connaît vraiment, on va dire, la vie de la Fédération nationale de basketball, puisqu'il y est depuis très longtemps déjà. Et à ce propos, on va écouter le président sortant qui ne se représente plus, André Bivaina Gungu. Cette experte, cette dame, qui est l'un des 5 instructeurs de niveau 1, reconnu mondialement donc par la FIBA Monde et qui est béninoise et qui est chez nous aujourd'hui pour entretenir cette quinzaine de nos entraîneurs au niveau 1 pour donc permettre que nous ayons ce qu'il nous faut, mieux partir après 3 ans d'arrêt. Nous voulons faire un repli stratégique et faire en sorte que dès qu'on va reprendre de manière totale les activités, que nous puissions avancer très vite et pouvoir rattraper le retard que nous avons accusé à ce jour. Au niveau de la Fédération nationale de basket, tout se passe absolument bien. Nous sommes fin prêts, nous avons déjà envoyé le document qu'il faut. Nous n'avons pas encore reçu la totalité donc, des candidatures, mais les délégués qui doivent arriver, nous avons une liste presque complète. La salle est prête, les rapports sont prêts, tout ce qu'il faut. Nous sommes fin prêts, nous n'attendons que la date pour aller dérouler ce que nous avons à dérouler. Voilà André Bivaina Gungu à propos du stage des arbitres et puis à propos de l'élection à venir à la Fédération nationale de basket Togo. Pour lui, tout va bien. Voilà les candidats. On connaît 2 parmi eux. On ne sait pas si d'autres vont venir après. Gina Adekambi et puis Conrad Dagbovi. Vous, dans une première réaction, vous disiez qu'il semble qu'aujourd'hui, les femmes font bien les choses. C'est ce que vous dites. Les femmes assument leurs responsabilités, même si on constate des couacs. Elles sont aussi humaines. Elles sont assujetties à des erreurs. Et on ne peut quand même pas les rejeter par rapport à des postes de responsabilité. Elles sont faites pour diriger, elles sont porteuses. Quand quelqu'un arrive à porter avec elle 9 mois, des mois durant des vies humaines, c'est que
elle doit comprendre, doit savoir les stratégies à mettre en place pour pouvoir réussir une mission. Bon, maintenant, on est dans une virée où il fallait maintenant apporter plus à ce qui se faisait déjà. Maintenant, c'est là où je me demande si elles ont des stratégies, elles sont stratagèmes par rapport à cela. Est-ce qu'elle a plutôt un plan d'action qui pourra aider à faire mieux que ce qui se faisait. Donc c'est là où se trouve tout simplement le problème. Quand on sait que chez nous au Togo, le sport n'est pas la priorité, il n'est pas priorisé, sauf que maintenant on sent à la nouvelle ministre des Sports cette volonté donc de vulgariser le sport dans toute son entièreté. Peut-être que cet engouement peut apporter un plus à ce que nous attendions, à ce que le volley, non plutôt le basketball également, reprenne de l'élan sur le continent. D'abord sur le plan national, que les championnats soient organisés de manière à ce qu'on dégage les meilleures équipes pour qu'on arrive à mettre en place une équipe viable pour compétir sur le plan international. Félix, voilà, vous semblez dire la même chose. Pour vous également, peut-être aujourd'hui on a un premier ministre qui est une femme, une présidente de l'Assemblée qui est une dame aussi. On profite pour saluer Victoire Tomega Dogbe et puis à la primature et Djigbodi Chantal Yawa Tsegan qui est la présidente de l'Assemblée nationale, et puis il y a d'autres femmes, hein, on va dire. Et aussi du côté d'Ifoudier. Oui, du côté d'Ifoudier. Voilà, Florence Kuiga. Oui, voilà, vous dites que oui, on peut leur faire confiance. Oui, aujourd'hui nous sommes en 2021, le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, la place de la femme n'est plus forcément à la cuisine comme le pensent certains. Et aujourd'hui même, c'est sur les tables, il y a les dames éperviers qui préparent une qualification historique pour la CAN 2022 au Maroc face aux Panthères du Gabon. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les dames ont aussi une place importante dans le monde du football et dans la société. Aujourd'hui, la femme n'est plus forcément à la cuisine, comme je l'ai dit tantôt. Mais souvent, elles ont été en retraite, j'allais dire. Oui. Elles n'ont pas eu le courage de prendre le devant des choses. Est-ce que c'est le cas maintenant ? Bon, en tout cas, elles viennent quand même pas prendre d'assaut le milieu masculin, mais quand même, elles essayent de faire leur place. Parce qu'aujourd'hui, si on prend sur toutes les fédérations que nous avons, à peine on retrouve des dames à la tête de certaines fédérations. À la Fédération togolaise d'athlétisme, par exemple, oui, c'est une dame. Bonjour, Madame Falila Toudogo. À la Fédération togolaise de tir à l'arc, c'est également une dame. Oui, voilà. Sylvestre, j'oublie le nom de famille, donc voilà. Donc, par exemple, sur 10 places, si les femmes sont à l'honneur, pourquoi pas sur 3 places? Moi, je pense que c'est déjà une avancée majeure sur le monde parce qu'aujourd'hui, le monde évolue, la société évolue et il ne faut pas forcément faire, comment l'appelle-t-on, juger la personne sur le genre, mais sur sa qualité. Voilà, on va écouter tout d'abord Conrad Dagbovi qui fait partie du bureau sortant et qui est aussi candidat. Je crois qu'ensemble, avec les ligues et les présidents de clubs, on va faire du lobby auprès du ministère de tutelle et la direction des sports, que les infrastructures dans les préfectures, etc., dans les ligues puissent être un peu rénovées et que nous pensions sincèrement à court terme avoir une salle pour les sports de main afin que nous puissions revoir le basket à un niveau sous-régional, régional et international. Il n'y aura pas de combat, il y aura une collaboration afin d'atteindre cet objectif. Et je crois que la ministre de tutelle par le gouvernement a promis en faire son cheval de bataille. On va redécoller. Je parle du sport à la base, travailler avec la fédération du sport scolaire et universitaire. Lorsque vous commencez très tôt, il est facile d'avoir les fondamentaux et mieux que de commencer un peu tard. Voilà Conrad Dagbovi, ce qu'il entend faire lorsque le 18 décembre, les votants lui accorderont leur confiance. Que veut faire
Gina Adekambi. Je vous propose de l'écouter. Notre programme assez ambitieux se résume en 10 points. Premièrement, par regrouper tous les acteurs autour de notre vision. Structurer également, restructurer les clubs, les ligues et surtout moderniser leur administration. Instaurer la transparence et la gestion participative des clubs membres. Et reconstruire le basket autour des principes de la bonne gouvernance, conduisant la fédération vers l'autonomisation. Donc il faudrait aller mobiliser d'autres ressources, que nous soyons autonomes financièrement pour pouvoir quand même réaliser la plupart de nos activités. Je vous rassure que nous avons déjà des partenariats qui sont en cours d'être établis. Il faudrait évaluer les pratiques et instaurer la culture de l'excellence. C'est là dans tous les rouages de la fédération. Il faudrait adopter et instaurer un vaste programme et restructuration et de développement des clubs et des ligues à l'intérieur du pays. Donc il faudrait qu'on leur donne plus d'opportunités quand même. Et puis il faudrait renforcer nos infrastructures. Voilà, de bonnes intentions un peu partout. Hein. Et aussi, je suis fan de la voix. de la voix mielleuse féminine qu'on vient d'entendre, oui. Mais vous savez, je pense que des deux côtés, il y a de bonnes intentions. Il y a le faire du sport à la base, du côté scolaire, aller à l'intérieur. Oui, ce sont de beaux mots. Revoir les infrastructures. Ce sont de beaux mots maintenant. Le plus difficile, c'est de les mettre sur la table. Mais aujourd'hui, comme tout électeur, il faut essayer quand même d'aller convaincre les électeurs pour, comment l'appelle-t-on, pour avoir des voix. Et il y en a aussi qui parlent il y en a la dame aussi qui parle de partenariat, oui. Parce que ça c'est très important, c'est un facteur très important parce que nous savons tous que aujourd'hui il ne faut pas seulement se surfer sur ce que l'État injecte uniquement dans le sport. Il faut aller chercher des partenariats de gauche à droite et je pense que ce serait le plus dur si véritablement elle a ce genre de partenariat. Ce serait un plus pour la réalisation des projets. Toutefois, je reste pessimiste à la réalisation. J'attends qu'on joigne l'acte à la parole. Prosper, oui. On a parlé d'infrastructure, on a parlé du basket à la base. C'est des facteurs importants. Très, très, très importants. Ce sont on dira les b.a.-ba de la pratique du jeu. Intéresser les pratiquants, ceux qui sont désireux de pouvoir jouer, enfin pratiquer ce sport-là, on doit leur donner des motifs d'espoir. Et partant de là, créer donc, je dirais, des situations qui puissent les amener à venir pratiquer le basketball. Donc, il faut qu'on leur fasse connaître ce sport-là. C'est ça le travail à la base. Pourquoi, comment, et donner les moyens à ce que cela se fasse. Tout ça, là, ce sont de très bonnes intentions, comme Félix l'a dit tout à l'heure. Maintenant, la réalisation sur le terrain, chacun passe et le dit. Maintenant, il faut le faire. C'est ça le problème, parce que le problème de sponsoring au Togo reste quand même de la mer à boire. Il fallait chercher et les conditions pour le faire sont difficiles à réaliser. Donc, tout ça, tout ce que disent les candidats, ce sont de très bonnes intentions. Maintenant, il faut des soutiens ici et là pour que ça se réalise. Et ça, c'est la contribution au plus haut niveau. Il va falloir que des influences, je l'ai toujours dit, autour du chef de l'État, permettent à ce que des gens injectent leurs fonds véritablement dans le développement de tous les sports, parce que tous les sports peuvent faire vivre leurs hommes. Ouais, pourquoi pas. Oui, mais on ne jette pas l'argent comme ça dans le football en tant qu'investisseur. Si vous n'aurez pas de retour sur investissement, mais vous ne pouvez pas investir, jeter votre argent par la fenêtre. Aujourd'hui, moi, je pense que le basketball est un sport populaire. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les États-Unis, c'est le sport roi. De l'autre côté, moi, je pense que c'est aussi un sport qui est, comment l'appelle-t-on, qui est charmant, qui permet aux athlètes de mieux vivre. Ici, normalement, cela devait être le deuxième sport, mais malheureusement, il y a peu
qui arrivent à sortir de la tête justement grâce à cette discipline. On va voir peut-être avec cette élection, cette assemblée générale élective qui a lieu le 18 décembre, peut-être que les choses vont pouvoir bouger pour les fans de la Ballon Orange. Le coup d'envoi va être donné ce week-end, samedi plus précisément, la première journée de la D2 nationale de football. Voilà, après 2 journées de D1, on va pouvoir regarder les clubs de D2 également concernés par la compétition, la nouvelle saison. On va refouiller et redonner la parole un peu à Chris Daké qui parle un peu des 2 championnats. Pour cette saison, la première comme la deuxième division, nous aurons 16 clubs répartis en 2 poules. Chaque poule va regrouper 8 clubs et la compétition va se jouer à l'intérieur de chaque poule sous forme de championnat en match aller et retour. Je veux dire, on aura 14 matchs. Et à l'issue de cette phase de groupe, les derniers seront relégués en deuxième division. Après, nous allons regrouper les 3 premiers de chaque poule. Ils seront 6 qui vont jouer une autre compétition que nous appelons les playoffs. Et cette phase va se jouer en phase aller, 5 matchs, phase de retour, 5 matchs. Le premier est champion, représente le Togo en Champions League africaine et le second va jouer la Coupe CAF si la Coupe du Togo n'a pas été jouée. Pour la deuxième division, c'est pratiquement la même chose. Phase de groupe pour les 8 clubs et ensuite les playoffs, 6 clubs qui vont jouer 10 autres journées. Le premier et le deuxième accèdent à la première division. Seulement, la différence entre les 2 compétitions, en première division, les matchs vont se jouer à domicile et à l'extérieur, alors que pour la deuxième division, à cause de la pandémie et des questions sécuritaires, nous devons leur fixer des stades ou des terrains qui répondent aux normes du protocole sanitaire et de la sécurité. Voilà Chris Daké par rapport surtout à cette compétition de la D2 qui va s'ouvrir. Ils n'auront pas l'occasion de jouer à domicile. Les terrains vont être fixés. Voilà, à cause de la pandémie, a-t-il dit, et à cause également des raisons de sécurité. C'était le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Lui, il revient encore par rapport aux conditions d'accès au stade. Les matchs seront sous condition de passe sanitaire et des tests PCR négatifs si les gens n'avaient pas ce pass sanitaire. Le nombre reste le même, 40 licences au maximum par club, une délégation de 40 personnes et ainsi de suite. Et les tests, les examens électrocardiogrammes qui seront faits, un dispositif de protocole sanitaire sera mis en place avec un officier Covid, la présence d'un défibrillateur, un ensemble, comme je l'ai dit, de batteries, de paramètres sanitaires pour pouvoir tenir la compétition et l'améliorer par rapport à ce que nous avons vu. Maintenant, pour ce qui va concerner le public au terrain, je crois que nous pourrons avoir une autorisation pour le tiers des capacités des stades, mais sous autorisation d'un pass sanitaire avant d'y aller et même d'une carte d'identité pour prouver que le pass vous appartient. Sinon, on pourrait assister à des trafics de passes. Voilà, des interviews qu'on a dû réchauffer. Il a fait ses interviews il y a un petit moment, avant même le début de la D1. Voilà, la première condition, les clubs de D2 ne joueront pas à domicile pour des raisons de Covid et des raisons sécuritaires. Oui, et aussi, on n'a pas assez de stades. Il ne faut pas l'oublier. On n'a pas assez de stades pour jouer et la première division et la deuxième division sur de très beaux stades. Aujourd'hui, nous savons tous que... Le problème, c'est que les clubs n'ont pas leur propre stade. S'il y en a, c'est sur du sable, dans du sable, et ce n'est pas bon pour le jeu. C'est ça praticable pour le beau jeu. Et aussi, même nous-mêmes, nous n'en disposons pas assez. Le stade de Kégué, le municipal, à plus forte raison, le stade de Karaoubé et de Sokodé, les autres, c'est à revoir. Bon, sur comment l'appelle-t-on, sur le format, je pense que c'est un bon format parce que je l'ai dit, comme pour la première division, il faut penser aux poches des présidents. Ils investissent beaucoup, mais ils n'ont pas de retour sur les investissements. Est-ce que c'est le problème de quelqu'un? Il faut s'organiser pour avoir des retours. Oui, mais est-ce que c'est la faute à eux si, par exemple, la fédération même n'a pas de partenaires? Ce serait difficile pour un club au sein de cette qui est lié à cette qui est affilié à cette fédération justement d'avoir un partenaire. Oui, il y en a qui un club peut avoir ses propres débouchés. Oui, ses propres partenaires. Oui, mais dans un championnat professionnel. Ici, nous sommes dans un championnat amateur et je pense que
c'est un peu difficile. Moi, je comprends ce que vous dites, mais je pense premièrement aux présidents qui saignent pour la réalisation du championnat. Nous savons tous que pour le déplacement d'un club, le club dépense plus de 3, 4, 5 millions. Et combien la Fédé ou l'État injecte dans le football comme subvention, c'est très peu. Donc sur ces formats qui ne sont pas des formats classiques, en zone, après on joue un mini-championnat, je pense que ça peut alléger et la poche des présidents et aussi permettre à ceux qui ne vont pas rentrer tout de suite dans le feu de l'action, de se retrouver par après. Et sur la question sécuritaire, je pense que la saison dernière, on a joué le championnat avec cette même pandémie de Covid. On n'a pas eu assez de problèmes sur le déroulement du championnat ou sur le cas, parce qu'il n'y avait pas de public. Même au sein des joueurs aujourd'hui, même avec le retour du public, je pense que ça va se gérer dans les bonnes manières. Oui, Prosper Agboklou, oui, les clubs de la D2 ne seront pas à domicile, comme c'est le cas pour certains clubs de la D1. Gbolwesu qui retrouve la maison, Gomido qui retrouve la maison, Asko joue à Kara, Seka également, Semassi également joue à Sokodé. Voilà, la Estogopor, oui, Ifodje va jouer à Takpamé. Ce n'est pas le cas pour les clubs de la D2 pour des raisons de pandémie et des raisons de sécurité. En même temps, le format sera le même. Oui, 14 journées. Après, les 3 premiers de chaque poule vont se qualifier pour un mini-championnat de 10 journées. Oui, ce sont de très belles choses aussi. Sauf que si on prend par exemple à Gaza, il a son terrain. Gaza, son terrain, avait normalement le droit de jouer sur son terrain. Mais à Gaza ne jouera pas là-bas. Voilà, on prend Maranatha. Maranatha a son stade propre à lui. Il ne jouera pas là-dessus. Bon, c'est un peu... pour moi... Il n'y a pas d'équité. Bon, c'est pas souci d'équité que la fédération a décidé ainsi de le faire, justement, mais dans la faisabilité, je crois quand même que le football revient vers le public. Et si on accepte que le public vienne au terrain, on l'a accepté pour les clubs de première division, ou bien c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de terrain qu'on ne veut pas qu'on le fasse ainsi. Bon, moi, je crois quand même que la fédération a ses raisons qu'on ne peut pas forcément contester, mais moi, j'aurais voulu à ce que ceux qui disposent de terrain, parce que c'est le fruit de leur effort, ils se sont battus pour avoir, quand on prend à Gaza, M. Ouattara a mis en place un dispositif fiable qui puisse amener à Gaza à jouer sur son terrain et amener son public à ses côtés. Ou peut-être c'est une stratégie pour décourager l'afflux de si c'est cela, non, on a donné un quota. Non, on a donné un quota au stade. Il y a un quota de remplissage. Quand on prend Maranatha, Gabriel Ameya a mis en place le tiers de la capacité. Voilà, vous voyez à peu près. Donc moi, j'aurais voulu que ce soit ainsi pour ceux qui se sont battus pour avoir des stades pour que leur propre stade, que le public, le sport revienne dans leur fief. Bon, maintenant, la fédération a ses raisons. On ne va pas s'étaler trop là-dessus. Le calendrier est fait. Toutes les équipes vont aller maintenant jouer sur le terrain choisi par la fédération. Ce qui est important pour elle, c'est de pouvoir mettre en place toutes les stratégies. Quand on sait que la D2 est très difficile, quand on prend par exemple la poule A, où on retrouve à Gaza, on retrouve Maranatha, on retrouve Étoile Filiale, on retrouve Arabia, JCA, c'est pratiquement la première division. Hein. Moi, je dis, c'est des matchs de feu qu'on verra, qu'on aura là-bas. Donc, maintenant, on va souhaiter à ce que toutes les conditions soient réunies, que le problème d'arbitrage auquel nous nous confrontons souvent, les contestations, que nos arbitres soient au summum du rendez-vous pour que, à la fin, les équipes qualifiées pour
comme on appelle le play-off, soit les véritables, comme on appelle, qualifiés, les équipes qualifiées, si nous voulons parler terre à terre, pour que ces tiraillements qu'on a en fin de partie, en fin de championnat, que ça ne revienne plus, afin que chacun ait la sérénité. C'est une très bonne chose. La fédération avait reporté le début du championnat sur la semaine prochaine, le week-end prochain. C'est fait. Ça, c'est une très bonne. Maintenant, il faut que les conditions pour le faire, les licences, tout se fasse dans les normes. Et ce qu'on avait compris, c'est que souvent nos équipes aussi prennent du retard à annoncer donc les papiers au niveau de la Fédération togolaise de football, ce qui fait que souvent ils partent amoindris par rapport aux effectifs parce que certains joueurs ne sont pas enrôlés à temps pour que l'équilibre soit maintenu au sein donc de l'effectif. Le nerf de la guerre, et Gabenya pour Bola Gabenya. Chris Daké revient là-dessus. Pour ce qui concerne les financements, l'exercice budgétaire, c'est du 1er janvier au 31 décembre. La part contributive de l'État a été consommée. Mais l'État restant toujours le grand-parent pourra regarder si on pourrait avoir un accompagnement. Mais pour ce qui concerne la fédération, sa part pour la première division, phase de groupe, c'est 8 millions. Et donc à l'entame, chaque club de première division aura 5 millions. Pour la deuxième division, c'est 5 millions. À l'entame de la compétition, 3 millions et 2 millions pour la phase retour. Bon, pour accompagner les efforts des clubs à accompagner leur compétition et même la participation, la fédération mettra à leur disposition également 1 million supplémentaire, ce qui fera pour un club de D1 pour la phase de groupe 9 millions et un club de D2 6 millions. Maintenant pour la phase des playoffs, un financement également sera mis à leur disposition pour que les choses se passent bien. Voilà, c'est compris. 5 millions pour les clubs de D2, 3 au départ, 8 pour les clubs de D1, 5 au départ. Voilà, tout est clair pour les clubs engagés. Et dans le groupe A, 4 matchs à venir samedi. Samedi à partir de 15h, il y a 4 matchs. Il y a un match à Agbo-Simé et ça va opposer la Jeunesse Club d'Agoya à Rabia. Ça s'annonce assez intéressant comme match. À Palimé, Maranatha va commencer, on va dire, sa remontée en première division face à Espoir du Zio. À part ça, il y aura US à Gandhi, Étoile Filante, et puis à Gaza Tambo. Ça s'annonce intéressant également. Ce sera au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Parmi ces 4 matchs-là, oui, d'abord parlons de Maranatha qui descend en D2 et qui doit jouer. On sait que ce n'est pas évident lorsqu'on tombe souvent en deuxième division. Ce n'est pas, on va dire, du gâteau. Il va falloir se battre. Vraiment se battre pour le club de Fiokpo qui a été quand même à un certain moment un prof flambeau du football togolais. On connaît les circonstances qui ont participé à cette descente. On n'en fait pas encore d'histoire. C'est une nouvelle ère qui va commencer. Connaissant l'honorable Gabriel Ameyi, un féru, un fan du football, je crois quand même que il a mis en place toute l'armada possible pour pouvoir se battre. Sauf que en D2, il y a peu de place pour des tenants. Voilà, une seule place. Souvent, c'est vrai que c'est 3 qui participeront au play-off. Et les 2 premiers seront qualifiés pour la D1. Voilà, donc, et ça, c'est là où se trouve la plus grosse difficulté. Mais il va falloir quand même se battre, et connaissant également Espoir du Zion qui ne reste pas les bras croisés. Vous savez, elle a déjà fait l'aller-retour. On a quand même l'impression que toutes les rencontres de cette poule A seront des finales. Et qui le dira? Félix, voilà. Moi, je pense que la deuxième division a toujours été le prolongement de la première division. Et pour Maranatha, il faut quand même se le dire, sur le terrain, Maranatha était relégué. Parce qu'en fin de compte, sur le comptable, Maranatha était mal classé. Maintenant, cela pourrait se jouer en coulisses ou bien dans le bureau. Maranatha pourrait avoir gain de cause, mais les différentes commissions en ont décidé autrement. Donc, je pense que c'est à l'équipe du Grand Cloto de
de se remettre en cause, de se poser les bonnes questions. Et si aujourd'hui Maranatha se retrouve en deuxième division, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Donc il faut revoir les copies et rebondir le plus tôt possible. Parce que lorsque vous traînez, vous commencez par traîner en deuxième division, vous faites de l'entendu, c'est-à-dire vous pouvez y rester près de 2 décennies. Ouais. Aujourd'hui, on voit l'exemple palpable avec l'Étoile filante qui, depuis, a du mal à retrouver l'élite. À Gaza aussi, commence peu à peu, bientôt 4 ou 5 ans. Donc vous voyez, lorsque vous revenez vite, cela vous permet de regagner votre aura. Mais lorsque les années s'enchaînent, vous perdez le fil pour retrouver l'élite. Donc je pense que pour cette première division, on n'aura aucun match facile. La saison dernière, ça a été joué jusqu'au bout, même que ce soit au niveau de la montée ou même au niveau de la relégation. Ça n'a jamais été facile pour aucune équipe. En deuxième division, il n'y a pas assez de temps. En première division, peut-être vous pouvez vous maintenir si on prend certaines équipes qui ont pour objectif de se maintenir peut-être en seconde moitié du championnat, comme je donne l'exemple de l'AS Bina par exemple. La saison dernière, elle avait mal débuté, mais en phase retour avec le coach Wadja Lantam, elle a réussi à bien se maintenir. En deuxième division, l'objectif n'est pas de se maintenir, mais de monter. Donc je pense que tous les clubs devraient commencer par mettre les petits plats dans les grandes dès le début du championnat pour aller chercher le maximum de points, parce que on ne court pas derrière une relégation en deuxième division, mais plutôt derrière une montée. Oui, les messagers de Fiokpo ont-ils les moyens d'évangéliser les clubs qui se retrouvent dans ce groupe A? On vous l'avait dit, il y a la Jeunesse Club d'Agoy, il y a les Chameaux de Tablibo, Arabia, qui ont raté de peu, on va dire, d'avoir le titre la saison dernière. Oui. Il y a l'Étoile filante qui reste un grand, même si aujourd'hui le club végète en D2. Il y a Tambo également, entraîné par le confrère Tony Agbessi. Maranatha a-t-il les moyens aujourd'hui de revenir très vite? Bon, c'est ça le plus difficile à dire. Vous savez, en toute chose, il y a l'expérience qui compte. Quand on cite tous ses adversaires, ils sont plus expérimentés en D2. Pratiquement, ils ont les rouages donc, de la compétition, parce que à chaque étape, donc à chaque niveau du championnat, il y a quand même la philosophie de la compétition qui compte. Quand on prend Tambo, quand on prend Arabia, quand on prend Espoir, tous ceux-là qui arrivent à se sortir un temps soit peu, mais qui ne franchissent jamais la barrière pour arriver en première division, en savent quelque chose. Donc Maranatha, je l'ai dit tout à l'heure, Gabriel Ameyi reste quand même un grand stratagème du football. Il peut à son vouloir amener donc de la potentialité, et je crois que dans ce groupe Maranatha sera la bête à abattre, le seul adversaire parfois pour tous les autres, parce que venant immédiatement de la première division, elle sera donc l'équipe qui sera tellement convoitée, et je sais qu'elle a les moyens de pouvoir aller, et c'est pourquoi, pour ne pas être aussi, je dirais, un devin, je parie tout simplement que toutes les rencontres dans ce groupe seront des rencontres très élevées, parce que la qualité de toutes ces équipes-là ne laisse aucune place au fléchissement. Oui, on prend par exemple le match à Gaza-Tambo. Ça s'annonce intéressant lorsqu'on voit un peu ce qu'a fait Tambo la saison dernière, et puis à Gaza, entraîné par Yenke Claude. Ça s'annonce intéressant. Oui, ça s'annonce intéressant. La saison dernière à Gaza avait impressionné surtout sur la phase aller, si je ne me trompe. Sur la phase aller, oui, c'est sur la phase retour. La phase aller. La phase aller. Et 5 matchs, 5 victoires. Oui, à Gaza avait vraiment impressionné sur la phase aller. Malheureusement, sur la phase retour, elle n'a pas su enchaîner. Elle n'a pas su enchaîner pour. Je pense à la dernière journée à Gaza. À la dernière journée à Gaza, avait besoin d'une victoire pour décrocher les playoffs, mais n'ont pas su le faire. Et tristement, Franck, aujourd'hui, il y a une équipe,
qu'on ne retrouve pas sur la poule A de cette deuxième division, c'est Asfosa. Ouais. Malheureusement, comme je le disais je le disais tantôt, qu'on ne court pas derrière un maintien en deuxième division. Asfosa en fait l'exception parce que c'est une équipe qui méritait quand même de se retrouver dans cette zone. Maintenant, sur la rencontre Agaza Tambo, je pense que ce ne serait pas du tout facile. Ce samedi au stade de la JCA, ça va se tirer des deux côtés parce qu'aucune équipe ne veut rater son championnat d'entrée. Donc ce serait difficile pour les deux équipes. C'est très difficile pour les deux équipes. Agaza, on connaît quand même ses ambitions. L'année dernière, ce qui est bien pour Agaza, c'est que elle a mis en place une stratégie de remontée. Et ce qui a fait que l'année passée, on a vu une équipe très très jeune qui avait démarré la compétition, très flamboyante plutôt d'entrée, vers la fin, a connu de l'étiolement qui s'est complètement étiolé et n'a pas pu. Donc je crois que sa force, c'est qu'elle a gardé son effectif. L'effectif n'a pas bougé. Il y a quelques départs qui sont constatés. Notamment le meilleur buteur du club, Robert Kouri. Voilà, qui est parti au Niger. Oui, mais on a quand même l'impression que le président a imprimé ce rythme qu'on appelle de constance qui va permettre le staff technique est encore en place. Yenke et toute son équipe sont là. Donc je crois qu'ils ont fait un travail énorme avec beaucoup de matchs amicaux. Donc je crois que c'est l'une des équipes attendues également au cours de ce championnat. Donc on peut dire tout simplement que quand vous voyez la JCA qui n'a pas laissé le temps libre et qui s'est mise donc au travail, Arabia également, on se dit qu'il va falloir revoir un peu plus le format de ce championnat de D2 pour qu'on ait plus de place pour la montée. L'étoile filante, oui. Et surtout, oui, l'étoile filante. Et surtout que c'est un peu en zone que les choses se jouent. Dès qu'on ouvrira un peu plus ça sur le plan classique, je pense que ça va se décanter mieux, où on aura les équipes les plus endurantes pour pouvoir vraiment... c'est ça, on ne va pas créer toujours les moyens. C'est l'étoile filante qui fait, on va dire, le voyage le plus difficile, apparemment, à Takpamé pour jouer contre l'US Agbandi. Oui. L'étoile filante, à chaque fois, on se dit, oui, c'est le grand nom, c'est l'une des plus grandes équipes emblématiques du Togo, mais au finish, elle déçoit. Oui, il faut appeler un chat. Elle déçoit à chaque saison. On a vu sur un passé récent qu'en temps d'eux, lorsqu'ils ont eu la volonté de le faire et de monter, ils ont mis les petits plats dans les grands et ils l'ont fait. On a vu la volonté qu'a émis Agaza la saison dernière, mais du côté de l'étoile filante, je pense que on ne fait pas assez. Il y a quelque chose qui manque. Bon, oui, il y a forcément quelque chose qui manque lorsque vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Mais c'est quoi, je ne maîtrise pas trop l'ambiance au sein de l'équipe. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire pour que cela marche. Pourquoi peut-être essayer de faire bouger les lignes, peut-être les têtes pensantes à la tête de la gestion de cette équipe n'ont pas la même vision que les supporters, parce qu'à chaque fois, les supporters sont derrière, mais les bons résultats ne suivent pas et il y a toujours une déception. Donc je pense qu'il faut véritablement on pense vraiment à faire remonter cette équipe, parce que on parle quand même de l'étoile filante. Je ne sais pas si les gens ne comprennent pas la grandeur de cette équipe aujourd'hui. Je pense que c'est une équipe qui ne mérite quand même pas de s'éterniser en deuxième division. On rappelle le calendrier dans le groupe A. Samedi, Bossime, JCA, Arabia, Palimé, Maranatha, Espoir, Atakpame, US Agbandi, Étoile filante. Et puis au stade de la Jeunesse Club d'Agoué, Agaza sera face
à Tambo. Ça s'annonce intéressant. Le groupe B maintenant, la première journée. Là également, il y a 4 matchs avec un match décalé sur lundi le 13. 3 matchs à suivre le samedi. On aura Abassar, Fukpa, Fouadan, Sokodé, CDF Aknour, Koroki, Bafilo, Bundiak, Bikinti. Et puis lundi, Akara, Doumbé, à Goua. Oui, Koroki est également de retour en D2. Et ce sera face au CDF Aknour pour commencer. Non, on voit quand même qu'on prend pratiquement les mêmes pour recommencer. Des équipes qui se sont déjà côtoyées plusieurs fois, qui gardent quand même leur ossature. On sait que CDF Aknour, c'est un centre de formation, c'est une académie qui, la saison dernière, était venue donc bousculer un tout petit peu la hiérarchie. À un certain moment donné, elle a coulé. On sait que Bikinti, ancien pensionnaire de la D1, doit pouvoir donc se donner les moyens de revenir. Fouadan également, les Doumbé, toutes ces équipes-là, je crois quand même que ont le mental pour pouvoir parvenir. Mais sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la poule du Sud, les mêmes conditions sont là. Il faut se battre forcément, puisque le passage reste un labyrinthe où franchement 2 personnes ne peuvent pas passer, ou simplement il faut se battre pour se glisser donc dans le petit trou que réserve donc excusez-moi l'ovule au spermatozoïde. Voilà, beaucoup se posent la question, Félix, de savoir pourquoi depuis longtemps les Lions du Grand Aune Fouadan, qui avaient fait parler leur football dans le temps, dans les années 90, et Doumbé, le tam-tam parlant de Mango, n'arrive pas à réintégrer la division d'élite. Je pense que c'est la même chose comme du côté de l'Étoile filante au Sud. Le problème, c'est quoi? Mauvaise gestion, mauvaise administration. Ça on ne peut jamais l'écarter. C'est une hypothèse qui reste toujours plausible, parce qu'aujourd'hui, lorsque je vais faire le parallèle avec Arabia, du côté d'Arabia au Sud. Si on prend l'Arabia de Tabligbo, quand on voit la volonté qu'a le jeune président de faire monter ce club, même si à la fin il n'y arrive pas, on sait quand même qu'il y a eu l'idée et l'accompagnement pour le faire. Prenons dans la zone nord une équipe comme le Sud, une jeune équipe comme le CDF Aknour. Cette équipe qui vient semer du désordre, on sent qu'il y a la volonté de faire quelque chose, de se faire sentir. Mais du côté de Fouadan, comme vous le rappelez, on ne sent pas véritablement cette force ou bien ce travail pour qu'au finish, on se dise que c'est une équipe qui perd les armes à la main. Après, changement d'entraîneur, pourquoi pas du bureau, à chaque fois. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut creuser en profondeur, parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants et en plus aussi de la gestion, comment les choses parce que nous savons tous que beaucoup de clubs dans notre championnat n'aiment pas trop communiquer sur l'organisation, sur la façon dont les choses se passent. Donc, nous, derrière, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas comme il le faut. Sinon, aujourd'hui, ces clubs auraient retrouvé leur verve d'entente. Le rappel du calendrier dans le groupe B pour le compte de la première journée de la 2e division nationale. Samedi, 3 matchs. Bassar, Fukpa, Fouadan, Sokodé, CDF Aknour, Koroki, Bafilo, Bundia, Bikinti. Et puis lundi, le dernier match de cette première journée à Kara, Doumbé contre Agoua. Pendant ce temps, la D1 sera à sa 3e journée. Tous les matchs sont prévus dimanche, avec certainement des matchs avancés le samedi. Et ce match très attendu qui sera en avancée d'ailleurs, Dito contre Gomido, ce sera à Kégué, Prosper. Une victoire, un match nul pour les deux clubs. Oui, je crois que c'est pour eux un test de valeur, un test de grande nature, parce que les deux équipes ayant bien commencé ont fait du surplace lors de la 2e journée.
Maintenant, il faut chercher cette suprématie pour pouvoir se mettre vraiment à l'abri. On sait, Gomido qui sache voyager, lors de la première journée, elle a battu Ange en déplacement. À domicile, elle fait match nul, alors que Tito également recevant Ange a fait match nul la semaine dernière, mais avait battu l'Astogoport, l'Astogoport. À la première journée, 1-0. Voilà, donc je crois que pour les deux équipes, c'est un match forcément qui doit compter pour des valeurs. Si chaque équipe voudrait aller de l'avant, on a vu quand même que ces deux équipes étaient en panne donc d'efficacité offensive. Gomido a marqué 2 buts, plutôt Tito Nana a marqué qu'un seul en 180 minutes. C'est très peu pour pouvoir s'assujettir donc la confiance. Maintenant, il va falloir que les staffs techniques nous démontrent par rapport à l'expérience de Bao Bako, à la jeunesse de Didier Amega. On verra quand même que la différence donc au cours de cette rencontre. AS Togoport, toujours en quête de sa première victoire cette saison, jouera contre Gboulessou. Oui, Togoport qui a fait un match nul 0 but partout récemment face à l'AS OTA. Une défaite, un match nul. Oui. Et Gboulessou qui a battu Kotoko 3-1. Je pense que le port doit se réveiller parce que... Il dort. Oui, oui, je pense qu'il faut qu'ils se réveillent véritablement. Il y a toujours de la place, ils ont l'effectif pour. Je pense ils ont l'effectif pour. Je n'ai pas compris la façon dont ils se sont séparés de l'entraîneur Minito Akwete qui a su redresser le club sur la seconde moitié du championnat, et il a réussi à hisser ce club sur les playoffs avant de chuter face au grand club du Nord. Mais cette saison, avec le nouveau, je pense que Brima Traoré n'arrive quand même pas à bien débuter. C'est un monsieur aussi qui connaît la maison après avoir entraîné Koroki Metede de Chamba. Il était revenu du côté de l'Est Gopo. Je ne sais pas pourquoi le choix était de le faire revenir, mais il va falloir qu'il essaie de remuer ses fesses parce que il ne faut pas perdre assez de temps si le port veut véritablement accrocher les 3 premières places. Parce qu'en première division, dans la zone sud, c'est très serré. Il n'y a que des grands clubs, comme on l'a dit. Et si ce serait une catastrophe si jamais l'Est-Goport nous faisait le coup de Maranatha. On n'est qu'à la deuxième journée. Les responsables de ce club font confiance à Brahima Traoré et selon eux, ce sont les joueurs qui ont demandé son retour. On aura Ange qui jouera contre la SOTR, toujours en quête de son premier succès aussi. Et puis Kotoko jouera contre Entente 2 à Palimé. Et puis dans le groupe B, il y aura, un match vendredi. Vendredi déjà, ce sera Sarah, Semassi à Kara. Samedi, Kara également, on aura Kakadel à SCK. Et puis ce match entre Unisport et Ifogé, ce sera dimanche à Sokodé. Et puis Kara qui revient encore, le stade de Kara sollicité à 3 reprises le week-end prochain pour le match ASCO, AS Bina. Oui, tous les matchs s'équilibrent. Un tout petit peu Sarah Football Club qui ne va pas bien. 2 matchs, 2 défaites face à Semassi qui s'est relancé face à Ifogé. Oui, d'ailleurs face à Ifogé également qui va très très mal. 2 défaites également. Je crois que on l'a dit avant donc le début de la compétition. C'est un match facile pour Semassi, Sarah Semassi. Non, ce n'est pas forcément facile parce que ce sont 2 frères. Hein. C'est pratiquement un derby. Hein. Oui, c'est un derby. Oui, un derby qui oppose donc 2 frères thèmes qui pratiquement qui se connaissent bien. Maintenant, Sarah qui a fait 2 défaites va vouloir quand même se reprendre, mais je crois que c'est Massi tel que les collègues ont rapporté sa performance, la qualité de l'équipe. Je crois quand même que Sarah aura bien du mal à s'en sortir, surtout que ce sera pour Semassi un match à domicile. Voilà, c'est le programme. Et sachez également que Urosama Hakim s'est engagé avec FC Bastia Bourgo. C'est en 3e division en France. Ici, National 1.
l'équivalent de la 3e division ici, pour certainement se relancer. On aura fini, on n'a même pas vu le temps passer. Merci Félix, merci Prosper Agbouklou, merci Eloma Dovontéo à Javon, à très bientôt.